La France vit au rythme d'un troisième confinement qui est plus léger que les autres, mais avec tout de même pas mal de restrictions, restrictions de déplacement, fermeture des commerces non essentiels, fermeture des écoles. À quoi servent ces mesures selon vous? J'en sais rien, franchement. Je ne sais pas. Les mesures sociales, si vous voulez, la santé publique, moi j'ai essayé d'expliquer ça. Il y a des choses, si vous voulez, que scientifiquement on peut dire avec prudence, parce qu'il faut toujours être prudent, mais qu'on peut dire à un instant T, ça, écoutez, on voit comment ça marche. Les mesures sociales, si vous voulez, c'est d'une complexité extrême. Ça ne sert pas qu'à empêcher la diffusion de la maladie. Vous voyez vous-même, hein, on a développé une espèce de terreur, y compris chez les gens qui ne risquent pas grand-chose. Est-ce que ces mesures sociales permettent d'aider à faire que les gens ne soient pas terrifiés? Est-ce qu'au contraire, elles vont entraîner des faillites et des suicides parce que les gens auront tellement terrifiés? Ouais. Moi, je ne sais pas évaluer ça, et on a beaucoup de difficultés à comparer un pays à un autre parce que toutes les choses ne sont pas égales par ailleurs. Donc, Il y a eu des études sur les effets du confinement, l'Institut Pasteur par exemple. ouais, mais c'est pas sérieux ça. Comment Non, ça, c'est pas sérieux? non, là, il y a une étude sérieuse qui a vraiment été faite. C'est celle de Ioannidis, qui est la star vraiment mondiale de l'épidémiologie, qui est à Stanford et qui dit, écoutez, il y a la preuve d'aucune efficacité, d'aucune mesure sociale. Donc vous préférez celle-là? Moi j'en avais trois autres, hein, l'étude Non, mais Pasteur, moi, je l'étude de préfère- l'Imperial College of London, qui dit l'inverse, Oui. et Berkeley, Non, mais qui dit aussi non, mais- l'inverse. non, mais- Bon, mais- au-delà des études, vous, au fond, pourquoi est-ce que vous avez ce doute sur l'efficacité, voire cette impression que ça ne marche pas? Non, non, écoutez, si vous lisez bien ce que j'ai écrit pendant un an, j'ai passé mon temps à dire je n'en sais rien. Il faut attendre d'avoir des études pour Alors, voir si ça marche. je vais- La plus grosse étude qui a été faite, l'étude la plus complète et la plus intelligente qui a été faite, Ouais. c'est une étude qui a été faite par, je ne sais pas, un des 100 meilleurs chercheurs au monde, Ouais. qui est un grec, qui est à Stanford. Je vais vous lire, Ouais. professeur Raoul. Vous avez évoqué la peur à l'instant. C'est vrai que c'est ce que... Alors, je cite ce que vous dites aussi dans vos vidéos, mais qui est retranscrit dans ce livre. Je dis depuis le départ que ce qui m'inquiète, c'est la peur. Je pense qu'à exciter les gens, à les terrifier, on leur fait avoir des comportements qui sont des comportements inacceptables. Vous disiez même d'ailleurs que vous craigniez une recrudescence du terrorisme. Vous pensez donc que finalement la peur, on a joué sur la peur avec cette épidémie, ces mesures sanitaires? Si vous voulez, contrairement à ce que vous pensez, pour ce que je vous ai dit par Guillard, je ne suis pas du tout un complotiste. Moi, je ne crois pas qu'il y ait un grand chef d'orchestre là qui manipule tout. Si vous découvrez à votre âge que la corruption existe, c'est que vous êtes un enfant de cœur. Moi, je sais que ça existe depuis très très longtemps, la corruption. La corruption, ça existe. Après, la manipulation des populations pour des objectifs distants C'est pas ce que qui joueraient sur la... Je vous Non, non, citais. non, 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 Je vous citais. je vous dis, je suis pas... Vous dites- Écoutez-moi, ce que je vous dis va être assez simple. Je ne suis pas un complotiste. Donc je ne crois pas qu'on organise la peur. Je pense que les gens qui sont là, je pense que quand on voit que le ministre de la Santé a peur, je pense qu'il a peur pour de bon. Il ne manipule pas les gens. Mais on s'est mal compris, professeur. Je voulais simplement dire que vous aviez mis l'accent sur un point qui me paraît important parce que je pense que les Français, en tout cas, ont changé d'avis et leurs sentiments ont changé. Je pense qu'ils ont eu peur, très très peur, comme vous le disiez à l'instant et comme vous l'écrivez. Mais ont-ils encore peur? Quand on voit les comportements en ce moment, les fêtes clandestines qui se multiplient, ce qu'on appelle le relâchement, vous croyez encore que les gens ont peur? Je ne sais pas, c'est plus, si vous voulez, le métier des gens qui sont les sciences humaines et sociales, la question de la quantification de la peur. Je ne crois pas qu'on puisse tenir pendant très très longtemps une population à ne plus rien faire. Je pense que c'est pas un objectif atteignable. Donc je crois qu'au bout d'un moment, les gens se rebellent, les gens finissent par mener leur vie. Mais encore une fois, je ne crois pas. Moi, je pense, c'est une des premières choses que j'ai dites et que je maintiens. J'ai peur de la peur. Je pense que la panique est une chose qui est effrayante. J'ai donné comme exemple, d'ailleurs, un des exemples pour moi les plus spectaculaires de la peur, qui était la débâcle, dans lequel, à la fin, il est mort plus de gens qui avaient peur que de soldats, en 40.
Donc ça veut dire que la peur, ça peut avoir des conséquences qui sont considérables. Il faut faire attention avec la peur. Alors, là, on parlait des mesures françaises. Est-ce que vous avez un exemple de pays étranger qui, selon vous, aurait mieux géré cette crise sanitaire? Vous savez, les comptes se règlent à la fin. On verra. Le pays qui a pris les mesures les moins contraignantes de toutes, en Europe, hein, pas ailleurs. Hein. Moi, je parle que de l'Europe. C'est-à-dire de situations qui sont à peu près comparables. C'est la Suède. On verra bien, si vous voulez, dans 2 ans, est-ce qu'il y a eu plus de morts, tout compris, y compris les suicides, y compris les faillites, y compris l'état général du pays. Encore une fois, on n'a pas les mêmes échéances de réflexion. Moi, au jour le jour, si vous voulez, j'en sais rien, je regarde. La Suède, c'est très contesté. On a tout dit et tout entendu sur la Suède. Que dans un premier temps, ça marchait, qu'après, ça ne marchait plus du tout, que les hôpitaux étaient débordés subitement. Oui, non. Après, on sait un peu plus de choses. En particulier, il y a quelque chose qui a été particulier en Suède, pour lequel on a fait des choses un peu comparables d'ailleurs. Hein. C'est que la Suède, au départ, disait qu'il ne fallait pas traiter les gens de plus de 70 ans, ce qui était vraiment une erreur. Ça a vraiment été écrit par le gouvernement. Puis ils sont revenus, après le premier épisode, ils sont revenus sur cette position qui était une position qui n'était pas tenable. Parce que c'était justement les gens qui mouraient. Hein. Donc, maintenant, cela étant, il n'y a pas plus de morts proportionnellement en Suède, il y a plutôt moins qu'en France. Et l'économie n'est pas ruinée. Donc, on verra bien, si vous voulez. Donc, à la fin. On verra bien à la fin. Comment qualifiez-vous la gestion de la crise en France ? Écoutez, moi je pense depuis longtemps, je ne vais pas changer. On m'a demandé il y a 20 ans comment on devait se préparer aux crises en maladies infectieuses. Je l'ai écrit il y a 20 ans, je n'ai pas changé d'avis. Je pense toujours pareil. Je pense qu'on n'est pas prêt. Je pense que notre système est un système dans lequel il y a probablement, c'est bien d'ailleurs, la Cour des comptes fait une enquête là-dessus sur en général comment essayer de réfléchir à la gestion des crises et à l'avenir de maladies contagieuses. Je pense que le système dans lequel nous vivons, qui est un système dans lequel tout le monde change tout le temps, et les gens ont une liberté d'action sur des phénomènes qui sont des phénomènes dont je considère qu'ils sont régaliens, qui n'est pas raisonnable. Donc je pense qu'à un moment, si on veut faire face à quelque chose comme ça, il faut faire comme De Gaulle avait fait sur les centres anticancéreux. Il a créé les centres anticancéreux. Et à chaque fois qu'il est passé un ministre, il n'a pas dit on arrête de faire les centres anticancéreux, on en refait. Là, ce qui s'est passé, c'est l'inverse. Hein. C'est-à-dire que moi, je vois pour ce qui nous concerne, on a été créé, il y avait un directeur de l'INSERM qui était enthousiaste, un directeur du CNRS qui était enthousiaste. 2 ans après, ils voulaient tous les deux nous tuer. Donc on ne peut pas vivre on peut pas construire et bâtir sur des sujets de cette nature-là en ayant une instabilité gouvernementale et une instabilité des plans qui ont été faits, les plans qui ont été faits par Xavier Bertrand. Après Xavier Bertrand, c'est parti à volo. On peut pas travailler comme ça. Il y a aujourd'hui une alerte mondiale sur le variant brésilien. Est-ce qu'on a raison de s'inquiéter? La France a suspendu ses liaisons aériennes avec le Brésil. Pourquoi ce variant est-il plus dangereux et virulent que les autres? Pour l'instant, surtout ce que l'on voit, on commence à en avoir. Hein. Je crois que on commence à en avoir, pas beaucoup, mais on commence à en avoir. Il y a un peu plus à Paris que ce qu'il y en a ici. Surtout moins de 1%, je crois, quand même, au niveau national. Oui, ça oui, reste, oui. Mais bon, ça commence. Jusqu'où ça ira, j'en sais rien. Mais il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a un peu. C'est comme le Sud-Africain, il y en a eu un peu, puis c'est un peu diminué. Nous on a l'impression que c'est surtout venu des Comores, les Sud-Africains. Ce qui a été très inquiétant à Manaus, où ils ont vu ça, c'est qu'ils avaient subi une épidémie absolument considérable dans la première épidémie. Et donc ils ont été extrêmement surpris de voir qu'il y avait une nouvelle épidémie qui succédait à la première épidémie, aussi peu de temps après, avec un nouveau variant. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui fait que ce virus ressemble, si vous voulez, dans son comportement, en plus sévère au départ, hein, à un autre groupe de virus qu'on connaît qui s'appelle les rhinovirus. Et dans ce groupe de rhinovirus, c'est plein de mutants, c'est plein de variants. Il y en a toute l'année, si vous voulez, et vous pouvez faire 2-3 fois une infection au rhinovirus dans l'année parce que c'est des variants différents. Et donc,
la variabilité, si cette variabilité se confirme, et que c'est une variabilité intrinsèque, et non pas une variabilité liée à des populations animales non contrôlées, eh bien, ça veut dire que c'est une maladie sur laquelle il y aura des rebonds en permanence. Après, on apprendra à mieux la contrôler, mieux la gérer, et puis on apprendra à mieux vivre avec. Mais pardon de vous reposer la question, c'est inquiétant ou pas? C'est grave, pour dire des choses encore plus simplement. Ce variant? Oh, il n'est pas plus mortel chez les sujets plus jeunes que les autres. Hein. Et encore une fois, toutes les populations, vous ne pouvez pas... C'est très difficile de comparer la gravité dans une population donnée. C'est pour ça que c'est... Encore une fois, je suis si hérétique au modèle. C'est parce que tout dépend de quel est l'âge de la population, quel est son degré d'obésité, quel est son degré de proximité dans les maisons, à combien ils vivent dans les maisons, ce qui est le facteur de contagion le plus important de tous ces sujets-là. Je vous posais à nouveau la question parce qu'il y a quand même des études brésiliennes qui montrent que, par exemple, les patients de moins de 40 ans sont devenus majoritaires au mois de mars en réanimation. Ça, c'est quand même très inquiétant. Ils étaient 14% au début de la pandémie, 52% au mois de mars. La mortalité, elle est aussi à l'échelle du pays. C'est 4000 morts, 3500, 4000 morts par jour. Il y a quand même aussi l'âge de ces Brésiliens qui doit être pris en compte. Encore une fois, moi je ne spécule pas, c'est pas ma nature, hein, je ne spécule pas sur la manière dont on peut transposer des données qui, pour l'instant, sont des données qui ne sont pas écrites dans des journaux scientifiques. Quand elles sont écrites dans les journaux scientifiques, on les prendra pour ce qu'elles sont. Et leur capacité à transposer ça dans d'autres domaines, vous voyez, vous me parliez de la Chine tout à l'heure, quand je dis la Chine, fin de partie, il y a eu moins de cas en Chine qu'il n'y en a eu dans la région Île-de-France pendant la première partie de l'épidémie. Si les chiffres chinois sont exacts? Alors moi, je crois que les Chinois mentent moins que nous. C'est mon avis. Hein. Vous pensez que nous, on ment? Sur quel chiffre? Écoutez, moi, il a fallu que je pleure pendant 3 mois et demi pour avoir une séquence d'un viso qui a été fait à l'Institut Pasteur parce que je pensais que c'était la source de la plus grande épidémie. Si vous n'appelez pas ça du mensonge, je ne sais pas comment vous appelez. Vous croyez que je crois vraiment ce que disent les gens ici, mais vous rigolez. Vous croyez que le mensonge, c'est quoi? C'est le truc, il y a que les Chinois qui mentent, mais vous rigolez. Non, enfin, vous ne pouvez pas avoir fait ce métier pendant 20 années et ne pas savoir que les gens mentent, quand même. De temps en temps, j'ai l'impression que je ne sais pas si c'est de la naïveté, mais d'un coup, les gens disent, non, mais vous croyez que les gens qui manipulent des milliards, ils peuvent faire de la corruption? Oh, quelle surprise incroyable, vous nous dites, monsieur Raoult. Je vous demandais simplement à quoi vous faisiez, allusion. Vous me parlez d'une étude sur les visons. Comment ça, les Chinois comment ça, les Chinois nous ne mentirions pas. Vous êtes absolument certain que les Chinois ont donné tous les chiffres exacts? Il n'y a aucun doute là-dessus. Non, mais moi, je suis certain. Vous êtes sûr que c'est moi le naïf? Non, mais je suis sûr que c'est vous le naïf, parce que, honnêtement, des exportations, vous voyez bien, ça c'est une chose qui est extrêmement claire, vous voyez bien que quand il y avait des cas en Chine et qu'il n'y avait pas de cas ici, l'exportation se faisait de la Chine vers nous, et actuellement, le sens de l'infection, il se fait de l'extérieur vers la Chine. C'est comme ça. Je m'en fiche que vous ne le croyez pas, je m'en fous. Ça, c'est scientifique, c'est pas une opinion. Mais encore une fois, moi, je ne suis pas là pour vous croire ou pas vous croire. Je suis là pour vous écouter attentivement. Oui. On parle du vaccin?